Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h19, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, et notre invitée. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizzi. Transition énergétique, parfois les Français sont un peu lost in translation justement sur ces sujets, nous aussi d'ailleurs, parce qu'on va être très concret. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne sait plus trop sur quel pied danser. On parlera du prix de l'électricité notamment. On va commencer par quelque chose qui est un peu divisé, partagé le gouvernement dans les jours derniers, c'est-à-dire est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'on pourra continuer à louer des logements classés G, classés F? Est-ce que le calendrier 2025, notamment pour les premiers, peut être encore bougé parce qu'on n'a pas l'argent pour rénover et parce qu'il n'y a pas assez de logements à louer? Est-ce que c'est le moment d'enlever des logements du marché? Alors, je crois qu'il faut savoir précisément de quoi on parle. Ce dont on parle, c'est des logements qui sont des passoires thermiques, les pires passoires thermiques de notre parc. Pour vous donner une idée, là où vous payez 100 d'électricité, eux, ils payent 300. Donc c'est vraiment des logements indignes sur lesquels les locataires ont non seulement leur loyer à payer, mais une facture d'énergie absolument faramineuse. Et ces logements, à partir du 1er janvier 2025, lorsque le propriétaire le remet en location, donc il n'arrête pas abruptement le contrat de location, mais lorsqu'il le remet en location, on lui dit « faut que vous fassiez le minimum de travaux pour que ce logement redevienne digne » et ça peut aller rapidement, et que vous puissiez... Sinon, on sort le logement du marché, donc on prive quand même quelqu'un potentiellement d'un toit. Oui, mais est-ce que vous acceptez de louer des logements où il y a des cancrelats, des souris, là, on parle des pas moisissures? De cancrelats de souris, on parle de l'isolation thermique. On parle d'une facture... On parle pas non plus de punaises de lit. On parle d'une facture multipliée par 3. Au moment où les Français acceptent difficilement une augmentation du prix de l'électricité de 10%, est-ce que vous trouvez acceptable d'avoir des propriétaires qui ont un logement, qui le louent, qui gagnent de l'argent avec et qui refusent de le mettre dans un état de dignité acceptable pour les locataires? Donc Bruno Le Maire a tort de vouloir changer la date. Moi, je pense qu'il faut surtout accompagner les propriétaires. Et c'est ce que nous faisons. Il y a deux situations. Il faut bien les différencier. Il y a une première situation où vous avez des maisons individuelles. Là, le propriétaire a une certaine liberté pour décider, organiser les travaux. Et encore une fois, tout ne s'arrête pas au 1er janvier 2025. C'est au moment où on remet le logement en location, c'est-à-dire où son locataire, naturellement, va quitter le logement parce qu'il déménage, par exemple. Eh bien, là, on renforce les aides pour accompagner ces propriétaires. Puis il y a une deuxième situation lorsque vous êtes dans un logement collectif où là on comprend bien que c'est pas si facile d'obtenir une décision en AG de copropriété et donc on peut imaginer des dérogations. Donc, encore une fois, il y a des dérogations, ça y est, ils sont là les assouplissements. Non, mais je pense que ça a été très clair depuis le début. C'est-à-dire, nous sommes des gens pragmatiques. Ouais. Mais on ne va pas non plus ne pas prendre le point de vue des locataires, ceux qui payent 3 fois la facture d'énergie et ceux qui n'ont pas un pouvoir de négociation avec leurs propriétaires en les appelant en disant « est-ce que vous pouvez baisser le loyer parce que vraiment là je paye beaucoup d'énergie ». Donc c'est l'enjeu et on va augmenter les aides pour permettre la rénovation thermique. Et assouplir un petit peu. Alors justement sur les aides, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez les augmenter et surtout est-ce que derrière on a les professionnels? Parce que par exemple si on imagine le projet de pompe à chaleur évoqué par Emmanuel Macron, 1 million de pompes à chaleur, donc ça va permettre de faire une transition énergétique pour les logements, mais est-ce que derrière on a les installateurs qui vont pouvoir faire tous ces travaux? Parce que souvent les propriétaires disent j'ai pas les moyens mais il faut aussi que j'attende 1 an, 2 ans pour pouvoir faire les travaux. Alors c'est l'autre enjeu, mais c'est un enjeu qui est plutôt positif. C'est un enjeu, on va créer de l'emploi en France en accélérant la rénovation thermique. Ce sont à la fois des artisans du bâtiment et des travaux publics, ce sont aussi des entreprises de taille plus importante qui mènent ces travaux. Mais elle a raison, Pauline, est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire qu'on met des contraintes, on met des dates, et en même temps, les pompes à chaleur, elles ne sont pas encore made in France. Elles vont l'être progressivement, mais elles ne le sont pas. Vous avez déjà 300 000 pompes à chaleur produites en France, donc ce n'est pas complètement négligeable. Et vous en avez produites en Europe. Aujourd'hui, lorsque vous achetez n'importe quel bien dans un magasin, en règle générale, 30% de la valeur est faite en France, les 2/3 sont à l'international. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on réindustrialise la France et on permet d'augmenter la part du gâteau français. Mais on ne dit pas qu'on va le faire du jour au lendemain. On dit qu'on accompagne les entreprises pour leur permettre de récupérer une part de ce gâteau. Donc oui, il y a des pompes à chaleur qui sont produites en France, en Europe
et dans le monde. Et ce qu'on souhaite faire, c'est permettre à des entreprises comme Atlantique, par exemple, à Billy-Berclau ou dans d'autres sites, permettre à des entreprises comme Intuis, qui est dans la Somme, de doubler, de tripler leur production de pompes à chaleur. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour l'industrie. Mais juste pour être sûr d'avoir bien compris, le calendrier de location, il sera fixé quand? On saura quand? Parce que là, les propriétaires ne comprennent plus vraiment, et je vous avoue que nous, des fois, on est un peu perdus aussi. Quand est-ce que ce calendrier sera vraiment clairement défini? Non, mais le calendrier, il est très clairement défini. Il est défini par une loi qui a été prise il y a 4 ans. Mais vous venez de dire qu'il y aura ça fait un certain temps. Des assouplissements pour les appartements. Je vais jusqu'au bout, si vous permettez. Ça fait un certain temps que le calendrier est parfaitement connu et que les propriétaires ont effectivement eu l'information et sont en situation de pouvoir faire les travaux. Et ce n'est pas un coup près, puisqu'au 1er janvier 2024, il n'y a pas de changement de ce calendrier. Voilà, donc les choses sont très claires. Et je pense qu'il faut que tout le monde ait en tête à quel point cet enjeu de transformation de la rénovation thermique, c'est pas qu'un enjeu de la planète. Ouais. C'est évidemment un enjeu majeur parce qu'on est tous en train de mesurer que ce qu'on croyait être un impact un peu mordant du réchauffement climatique est en fait un impact dramatique du dérèglement climatique. Oui, vous venez de parler d'assouplissement. C'est dramatique. Et la deuxième chose, c'est que c'est un enjeu de confort. C'est un enjeu de pouvoir d'achat. Donc, bien sûr qu'il faut agir. Les dérogations que je mentionne, elles sont très ciblées et pragmatiques pour permettre aux propriétaires qui, de bonne foi, n'arrivent pas à mettre en œuvre leur projet de rénovation, de gagner peut-être un tout petit peu de temps. Ça sera un décret. Mais c'est pas bloquant. Et voilà. Ça, ce sera quand, du coup? Elles seront définies quand? On aura le décret quand? Et du coup, elles s'appliqueront à partir de quand? Juste pour être très, très concret pour nos auditeurs. Écoutez, on y travaille. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la loi, elle est très claire. Elle existe depuis 2019. Et vraiment, j'invite les propriétaires en question à prendre contact avec France Rénov'. France Rénov', vous avez un site internet, vous avez un numéro vert, vous avez des maisons de services publics qui ont tous les dispositifs, vous avez des points d'accueil et vous avez maintenant ce qu'on appelle Mon accompagnateur Rénov'. Ce sont des professionnels, ils sont sur le terrain, il y en a 2000 et leur travail, c'est de vous accompagner sur le montage du dossier administratif, comment avoir les aides et sur le montage du dossier technique, quels sont les meilleurs travaux à faire dans votre situation pour vraiment gagner le plus vite possible diminuer la facture d'énergie. L'autre gros sujet, c'est les prix de l'électricité pour les 10 ou 20 prochaines années en France. Il y a des divergences entre vous, le gouvernement, et le patron d'EDF, Luc Rémont. Luc Rémont qui dit « Moi, on veut que je fabrique des EPR, j'ai besoin d'argent, besoin de financement, 50 milliards d'euros par an entre ceux que je vais construire et ceux que je dois entretenir. Il faut que j'ai un prix de l'électricité qui corresponde à cette réalité. Et le prix qui correspond à la réalité, c'est 130 euros. On peut négocier un peu à la baisse, mais pas beaucoup moins. Et vous lui avez dit au départ, le prix de l'électricité, ça va être 60 euros le mégawattheure. Alors, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ah, alors, racontez-nous, justement. C'est une discussion. Et en fait, c'est une discussion dans laquelle nous sommes d'abord, je le rappelle, l'actionnaire à 100% d'EDF. Donc, l'argent d'EDF... Un actionnaire responsable, qui ne doit pas mettre l'entreprise en difficulté. Justement, je vais jusqu'au bout. Lorsque EDF va mal, ça nous concerne. Nous sommes actionnaires de 100%. C'est le contribuable qui va payer si EDF va mal. C'est pas oui, vous. Mais laissez-moi peut-être aller jusqu'au bout. Nous sommes actionnaires à 100% d'EDF. Nous sommes un actionnaire responsable et nous finançons ces investissements. Autrement dit, si EDF ne les finance pas tout seul, en tant qu'actionnaire d'EDF, ce sera nous qui les financerons. Ouais, donc, mais le contribuable français n'a pas forcément envie de payer pour le consommateur français. Pourquoi c'est bizarre comme... Vous ne croyez pas que c'est un peu les mêmes, le contribuable et le consommateur français? Vous connaissez un Français qui n'a pas un... Je préfère être client que contribuable. Je préfère payer pour Christophe Jacobicine, vous connaissez un Français qui n'a pas un contrat d'électricité? Oui, on a tous un contrat d'électricité, on paye tous de l'électricité. Mais on responsabilise plus les gens s'ils payent leur électricité au vrai prix plutôt que si on demande aux contribuables de payer par ses impôts. Enfin, je ne sais pas, vous n'êtes pas libéral du coup? Mais je suis parfaitement libéral. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est en train de créer une histoire dans laquelle on oppose EDF et l'État. C'est la même chose. Nous sommes tous alignés, nous sommes tous concernés et on a tous les mêmes intérêts. Alors de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, le nucléaire produit l'électricité compétitive. La Creux a dit, grosso modo, dans certaines conditions d'hypothèse, c'est de l'ordre de 60 euros du mégawattheure. Et qui a rendu notre économie très compétitive, d'ailleurs, grâce à ça. Et qui a rendu notre économie très compétitive, et c'est un point très important. C'est en réalité une forme de rente. Cette rente, elle a été permise par les investissements du contribuable dans un programme électronucléaire il y a une quarantaine d'années. D'accord ? Cette rente, il faut la partager, d'une part, entre les nouveaux investissements
d'EDF pour permettre d'investir sur le futur. Et je veux dire ici, il n'y a pas que le programme Nouveau Nucléaire. Il y a les réseaux, il y a l'entretien, il y a la prolongation du fonctionnement des centrales. Et de l'autre côté, rendre aux Français l'argent qu'ils ont déjà investi. Donc, ce n'est pas... Vous voulez reproduire le même schéma qu'à 40 ans, c'est-à-dire aider EDF à construire ses réacteurs nucléaires et ensuite en faire profiter sous forme de rente les Français. Mais l'Europe ne l'autorisera pas. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous dire vous subventionnez. Non, pas du tout. À partir du moment où c'est fait dans des conditions économiques, c'est-à-dire que précisément je suis capable de montrer que d'un côté, EDF n'a pas une subvention qui lui permet de faire des choses. Ce qui est le cas si il vit de cette rente. Et de l'autre côté, je rends aux contribuables ce sur quoi il a investi, c'est parfaitement possible. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup d'approximations sur ce dossier. Ce que nous cherchons, c'est le juste équilibre entre les investissements futurs et la capacité à permettre aux Français de continuer à avoir un des prix de l'électricité les plus bas d'Europe. C'est le cas aujourd'hui, ça doit continuer. La deuxième chose, c'est qu'il y a des industriels. Les industriels, au-delà d'un certain prix, ils ne sont plus compétitifs, ils ne peuvent plus exporter, ils doivent fermer. On doit évidemment être très attentif à trouver un niveau de prix qui permet un juste équilibre, qui permet aux industriels d'avoir ce prix. Et c'est cette discussion qu'on a aujourd'hui avec EDF. Et donc, elle se poursuit avec le point d'équilibre qu'on va trouver. Une dernière petite question qui vous fait remettre votre ancienne casquette de secrétaire d'État à l'industrie. Comment vous voyez les difficultés d'Alstom, moins 40% hier en bourse, des problèmes de liquidité? Comment vous suivez ce dossier au niveau du gouvernement? Comment vous analysez la situation? Écoutez, comme toute situation de grands acteurs industriels français, bien sûr, on suit ce dossier. Il y a le cours de bourse, il y a la réalité industrielle. Je pense qu'il faut aussi se focaliser sur la réalité industrielle, les contrats d'Alstom, la capacité à générer de la marge. Mais ils n'en ont pas, parce qu'ils brûlent du cash. 750 millions d'euros de cash, c'est ce qui a fait que l'action a décroché. Tout à fait. Et donc, encore une fois, Alstom a traversé un certain nombre de tempêtes, on le sait tous. À chaque fois, l'État a été présent. C'est important de préserver les sites industriels. Ouais. Maintenant, nous ne sommes pas des actionnaires d'Alstom et je dirais notre sujet n'est pas de préserver l'argent des actionnaires d'Alstom. Notre sujet, c'est de préserver les sites industriels d'Alstom et comme toujours, nous serons là pour nous assurer que industriellement, cette société conserve de la continuité. Vous avez un doute sur le management d'Alstom aujourd'hui, sa capacité à dégager, enfin à honorer son carnet de commandes, qui est d'ailleurs très bon? Oui, ils ont un très bon carnet de commandes. Et pourquoi ils ne délivrent pas, ils n'ont pas les délais et ils brûlent du cash? Écoutez, je ne me permettrai pas d'analyser une situation que suit mon collègue ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour avoir un propos qui soit très étayé sur ça. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été sur ce plateau ce matin.